Bonjour, bienvenue à tous. Je suis de retour pour vous jouer un mauvais tour. C'est la quotidienne condensée des numériques, l'essentiel de la tech. Merci encore à Bastien et à Raphaël d'avoir tenu le petit intérim la semaine dernière. Aujourd'hui, on va commencer avec une news pour demain, parce que demain, ce sont les étoiles des numériques. Et oui, c'est notre petit prix, nos Oscars à nous de la tech. On a dû repousser, Covid oblige, mais demain, on vous remettra les prix. Donc n'oubliez pas, en live à 11h30, on vous montrera certaines catégories, on en discutera avec les chefs de service. Et puis, évidemment, le palmarès complet sera disponible sur le site. Il reste encore peut-être quelques minutes pour voter pour votre smartphone, aspirateur, voiture préférée. Et on se retrouve évidemment demain. Parlons maintenant d'écran avec la technologie QD OLED, dont justement mes confrères vous ont parlé il y a quelques jours, avec notamment le Sony Bravia A95K, un très beau téléviseur, des très belles images. Tanguy a pu aller le voir, on vous prépare une vidéo dédiée. On a notamment eu des prix sur l'autre premier écran QD OLED de l'histoire, qui est un écran Alienware, aussi avec une dalle Samsung. 1300$ hors taxe pour cet écran 34 pouces. Oui, c'est très très cher lorsque l'on sait qu'aujourd'hui, des bons écrans 34 pouces débutent autour des 400€ et les meilleurs vont plutôt autour des 700-800€. Donc vous voyez, la taxe pour avoir du QD OLED va être encore salée pour quelques temps, malheureusement. On espère évidemment que ces tarifs iront à la baisse petit à petit et que le QD OLED deviendra un concurrent pas beaucoup plus onéreux de l'OLED normal. Passons maintenant au chipset, au processeur et aux semi-conducteurs. On va parler de deux acteurs historiques, Intel et AMD. On commence avec Intel, qui a débloqué un fonds pour l'innovation de 1 milliard de dollars. Mais une grosse partie de cet objectif, c'est de soutenir un nouveau jeu d'instruction qui s'appelle RISC-V, dont je vous avais déjà parlé il y a quelques semaines. L'avantage de ce jeu d'instruction, c'est qu'il est très moderne, il a à peine 10 ans, là où les autres sont beaucoup plus vieux, comme le x86 ou le ARM. Et il pourrait aider à produire des technologies encore plus économes et plus efficaces en termes d'énergie et de consommation que ARM actuellement. Je vous rappelle, Intel a complètement loupé le virage ARM, et avec cet investissement, on sent qu'Intel a abandonné cette bataille pour cette décennie et se prépare déjà pour la prochaine. RISC-V est encore très très jeune, mais il y a déjà plus de 3 milliards de SoC en circulation dans le monde chez certains fournisseurs de RISC-V, donc c'est beaucoup, c'est très très peu par rapport à ARM. Est-ce qu'Intel arrivera à choper le wagon de la prochaine décennie? C'est tout le mal qu'on leur souhaite. Du côté de chez AMD, on a eu un rachat plutôt spectaculaire. Si Nvidia n'a pas réussi à digérer ARM pour 40 milliards de dollars, AMD a réussi à gober Xilinx pour 35 milliards de dollars, évidemment. Le plus gros rachat de la firme rouge. Qui est Xilinx? Xilinx est également un fabless, c'est-à-dire c'est un concepteur sans usine de puces et de semi-conducteurs comme AMD, mais il se spécialise dans deux technologies qui intéressent beaucoup AMD. La première, c'est le FPGA, que les fans d'émulation connaissent bien, mais aussi que les fans de data center connaissent bien. Et l'autre, ce sont les ASIC. Ce sont aussi là où les fans de crypto connaissent bien. Deux technologies d'avenir, deux marchés d'avenir que AMD s'est empressé de préempter, peut-être au nez à la barbe d'Intel. En tout cas, c'est la première fois qu'on a un rachat de cette taille. Et ici, les régulateurs n'y ont pas vu ça d'un mauvais œil, puisqu'il n'y a pas de position dominante d'un acteur comme de l'autre dans ces secteurs, pour l'instant, bien sûr. Passons au smartphone, et non, on ne va pas parler de pénurie de smartphone. On va juste parler de combien vous dépensez sur vos smartphones. Selon l'institut GFK, vous dépensez 7% de plus que l'année dernière. On est à 446€ pour le budget moyen d'un smartphone, ce qui est quand même assez élevé. La vente elle-même, c'est-à-dire le volume, a baissé de 10%, mais la valeur a augmenté de 7%. Évidemment, on le sait, avec le carton des téléphones haut de gamme, notamment chez Samsung avec les Galaxy S21 et chez Apple avec les iPhone 13, le panier moyen a dû augmenter un petit peu. 446€, c'est quand même beaucoup plus que je l'imaginais. Je vous invite dans les commentaires sous cette vidéo à nous dire combien vous avez payé votre dernier smartphone, en tout cas en date, et si vous êtes en dessous ou au-dessus de la moyenne. Moi, je suis journaliste, j'ai payé 0. Bon allez, on passe à Android. Combien coûtera votre prochain téléphone Android? Je sais pas. Est-ce qu'il sera mis à jour sur Android 13? Je l'espère. Android 13 en tout cas et sera présenté comme d'habitude au Google I.O., donc vers le mois de mai à peu près. Et en attendant, on a déjà des premières versions qui circulent. Qu'est-ce qu'on a au programme? Au programme, nous aurons un gros point sur le design avec la généralisation du design de type Material You que Google a mis à disposition, notamment sur ses derniers téléphones Pixel. Il y aura un point sécurité encore et toujours, bien sûr, plus de langues prises en charge, plus de paramètres. Bref, ça sent pour l'instant la mise à jour incrémentale par rapport à Android. Il n'y aura pas trop de révolution à part le Material Look qui devrait changer pas mal de choses, notamment sur vos icônes et votre mode nuit.
Pour le reste, pas de révolution. On attend évidemment, puisque c'est le tout début d'Android 13, et il y aura très certainement d'autres annonces d'ici là. Je vous parle maintenant d'un autre OS qui lui sera peut-être plus révolutionnaire, en tout cas plus disruptif, ROS ou Reality OS, qui serait le nouveau projet d'Apple. On a découvert cela dans les derniers codes sources et dans les derniers logs de l'App Store d'Apple. Cet OS qui évidemment sent très très fort la réalité virtuelle et la réalité augmentée. Sur les dernières rumeurs, on imaginait que c'était l'iPhone qui allait piloter ces fameuses potentielles lunettes de réalité augmentée Apple. Eh bien, on aurait ici, un peu comme on l'a vu ces derniers temps avec WatchOS, tvOS ou iPadOS, une diversification et une spécialisation des OS pour les rendre toujours plus optimisés. Vous le savez, on n'est même plus dans la rumeur, c'est le secret de Polichinelle. Apple va se lancer dessus. La question, c'est de savoir à combien et quand exactement. Passons maintenant faire un petit tour du côté de l'Angleterre avec une très belle moto. Elle n'est pas sortie, elle n'a pas de performance, elle n'a pas de spec définitive, mais si vous aimez la moto, vous aimez évidemment la Speed Triple, modèle emblématique du constructeur britannique Triumph, qui a présenté ici son premier modèle électrique, la TE1, qui ressemble quand même beaucoup à une Speed Triple, qui est très très belle. Et on reste entre anglais puisque le moteur est lui développé par une autre firme anglaise qui bosse déjà avec Lotus, et s'appelle Integral Powertrain, et qui va fournir ici la motorisation. C'est vraiment très beau. J'ose pas imaginer combien va coûter cette moto, mais disons qu'on la veut très fort. Allez, on part un peu dans l'espace avec un petit message de gens qui râlent avec notamment diverses organisations de l'espace américaines, dont la NASA, qui viennent d'envoyer une lettre ouverte et groupée à la FCC, donc le régulateur des télécommunications américains, pour dire est-ce qu'on peut freiner Starlink s'il vous plaît. Je vous rappelle que Starlink est l'opérateur satellite d'internet opéré par SpaceX et donc par Elon Musk, qui envoie plein de satellites en basse orbite. Il y a déjà pas mal de bisbilles avec notamment les services chinois qui se plaignaient de devoir esquiver certains des satellites de Elon Musk. Et bien ici, on a un truc qui est plus dangereux. C'est que ces organisations expliquent que déjà, elles ont un problème pour observer l'espace, puisque de plus en plus, on a du photobombing, littéralement, de satellites de Starlink qui apparaissent dans les clichés, vu qu'il commence à y en avoir beaucoup dans les airs, et c'est pas la dernière tempête électromagnétique solaire qui a détruit, on va dire, mis hors service 40 satellites, qui a freiné les ambitions de Starlink. Et surtout, ce qu'ils disent, c'est que ça pourrait mettre en danger, littéralement, l'humanité dans le cas très très faible, mais le cas possible où il faudrait repérer, notamment au hasard, un astéroïde qui pourrait bien s'écraser sur la Terre. L'observation spatiale et la veille spatiale et des objets en tout cas qui se déplacent est une veille extrêmement pointue, extrêmement précise. Et le problème, c'est que les satellites de Starlink, ceci est une vue d'artiste évidemment, pourraient boucher la vue et peut-être empêcher de repérer une menace au bon moment. Je vous rappelle que Bruce Willis n'existe pas dans la vraie vie, donc en cas de galère, on ne pourra pas l'envoyer dans l'espace avec Ben Affleck et Aerosmith dans vos oreilles. Et désormais, Aerosmith dans vos oreilles pour le reste de la journée, de rien. On enchaîne, on redescend sur Terre ce coup-ci. Et on va passer du côté de l'Est, avec, vous le savez, une situation extrêmement tendue entre l'Ukraine et la Russie, et la très forte probabilité d'avoir un conflit, voire une invasion de l'Ukraine par l'armée russe, qui est en train de masser ses troupes actuellement à la frontière ukrainienne. Que fait l'Ukraine en ce moment ? De plus en plus d'organisations ukrainiennes sont en train de faire du crowdfunding en Bitcoin. C'est le camoulox, mais c'est vrai, de plus en plus, de guerres et de conflits sont en train de se financer de manière très fluide, vous l'imaginez, vive la décentralisation, la blockchain, une forme d'anonymat, avec des crypto-monnaies et ici des bitcoins. Et c'est marrant parce que dans ces trois articles de Wired, de CNBC et également de Elliptic, qui est un site référence en termes de suivi des crypto-monnaies, on se rend compte que de plus en plus d'organisations non officielles, mais bientôt officielles, font appel à du crowdfunding via des crypto-monnaies, puisque le transfert est très simple, et que c'est de plus en plus informellement encouragé par certains gouvernements pour financer des conflits, financer des armées, des résistances, des guérillas. Vous appelez ça comme vous voulez. Et on voit encore une nouvelle utilisation de cette forme de décentralisation et de fluidité des crypto-monnaies, pour le meilleur ou pour le pire. Pareil, je vous laisse dans les commentaires me dire si vous trouvez ça enthousiasmant ou inquiétant, dans la bienveillance la plus totale. Allez, on termine avec quelque chose qui fera peut-être ici plus l'unanimité pour vous tous et vous toutes, avec le nouveau jeu de Guerrilla Games, Horizon Forbidden West, est enfin disponible. Il est sorti sur PlayStation 4, PlayStation 4 Pro et PlayStation 5. Il prend 8 chez les copains de Gamecult, autant vous dire qu'il prend une très très bonne note. C'est plus qu'une simple suite, puisque si l'open world d'Horizon Zero Dawn a été clairement repris et l'univers d'Aloy est évidemment là, il y a plein de petites retouches qui rendent cette suite beaucoup plus mature et prenante que le premier épisode séminal. De notre côté, évidemment, avec Florian, nous sommes intéressés à la technique entre la PlayStation 4, la PlayStation 5 et aussi la PlayStation 4 Pro au milieu. Bonne nouvelle, le jeu est évidemment
magnifique artistiquement, mais techniquement, il est très solide sur PlayStation 5. Et Florian a presque été encore plus impressionné par ce qu'a pu sortir la PlayStation 4 et sa grande sœur la PlayStation 4 Pro, puisqu'elles font tourner le jeu de manière vraiment plus que digne à 30 FPS constant. Et en 2022, c'est plutôt beau de se dire qu'on est encore impressionné par cette console qui est sortie il y a pas moins de 9 ans. Je vous souhaite en tout cas un bon jeu. Pour ceux qui ne se sont pas lancés sur Lost Ark, un jeu moins gourmand, plus gourmand en temps. C'est la fin de cet épisode de la quotidienne condensée. On se retrouve dès demain avec évidemment les gagnants des Olés numériques. Allez, à très vite.